Demandez un taxi et fuyez maintenant. C'est ce que la serveuse m'a dit ce soir-là, en glissant un billet de 20 € dans ma main tremblante. Je ne la connaissais pas. Elle ne me connaissait pas non plus. Mais ses yeux disaient tout ce que sa bouche ne pouvait pas crier dans ce restaurant silencieux et élégant. Mon mari venait de sortir pour répondre à un appel. La table était dressée, les bougies allumées, le vin versé. Tout semblait parfait, mais quelque chose n'allait pas. Et cette jeune femme, cette inconnue en tablier noir, venait de me sauver la vie. Je m'appelle Apolline Darcy, j'ai 58 ans, et voici ce qui s'est passé ce soir-là, dans ce restaurant où j'aurais dû mourir. Bartholomé et moi étions séparés depuis 7 mois. Pas officiellement divorcés, non. Les papiers n'étaient pas encore signés. Les avocats se battaient pour chaque euro, chaque bien, chaque miette de ce que nous avions construit ensemble pendant 32 ans. Ils ne voulaient pas perdre la maison, ni l'appartement à Paris, ni les comptes, ni moi peut-être. Ou plutôt, ils ne voulaient pas que je gagne. C'est différent. Un matin, il m'a appelé. Sa voix était douce, presque humble. « Apolline, s'il te plaît, dînons ensemble, juste une fois, pour parler, pour essayer de comprendre. » J'ai hésité. Mon avocate m'avait dit de ne plus le voir seul, mes amis aussi. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une tristesse que je reconnaissais. Celle de l'homme que j'avais aimé, autrefois. Alors j'ai accepté. Le restaurant qu'il avait choisi était discret, chic, dans le 7e arrondissement. Nappe blanche, lumière tamisée, le genre d'endroit où l'on parle à voix basse, où personne ne vous dérange. Il est arrivé avant moi. Il portait son costume gris, celui que je lui avais offert pour ses 50 ans. Il sentait encore ce parfum boisé que je connaissais par cœur. Il a souri. Un sourire qui m'a fait mal. « Tu es venu » a-t-il dit. « Oui. » Nous nous sommes assis. Le silence était lourd. Puis il a commencé à parler. De nous, du passé, de ses regrets. « Je sais que j'ai fait des erreurs, Apolline. Mais je t'aime encore. Je ne veux pas te perdre. » Mes mains tremblaient. Je ne savais plus quoi penser. Puis son téléphone a vibré. Il a jeté un coup d'œil rapide. Son visage a changé. Juste une seconde. Quelque chose de dur, de froid, est passé dans ses yeux. « Excuse-moi, je dois répondre. »« C'est important. » Il s'est levé. Il est sorti sur le trottoir, devant la grande baie vitrée. Je le voyais parler, faire des gestes. Il semblait nerveux. Et c'est là qu'elle est arrivée. La serveuse. Elle s'est approchée avec une carafe d'eau, mais elle ne l'a pas posée. Elle s'est penchée vers moi, très près, et a murmuré « Madame, écoutez-moi bien. Mon cœur s'est arrêté. Ne posez pas de questions. Prenez ce billet. Allez aux toilettes. Sortez par la porte de derrière. Demandez un taxi. Et partez. Tout de suite. » Elle a glissé le billet de 20 € dans ma paume. « Mais pourquoi? S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Ses yeux suppliaient. J'ai regardé Bartholomé dehors, toujours au téléphone. Mon corps entier tremblait. Mon instinct criait. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de terrible. Alors j'ai pris mon sac. Je me suis levé. J'ai marché vers les toilettes, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il m'entende. J'ai poussé la porte du fond. L'air froid de la nuit m'a giflé. J'ai couru. 2 heures plus tard, assise dans mon appartement, les lumières éteintes, j'ai vu les informations. Braquage violent dans un restaurant du 7e arrondissement. 2 hommes armés. Pas de blessés. La police enquête. Mon sang s'est glacé. Le restaurant. Notre restaurant. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous? Avez-vous déjà senti ce frisson glacé? Cette intuition qui vous dit de fuir? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Quando penso en Bartholomé, un Davejo l'homme que j'ai rencontré il y a 35 ans. Pas celui du restaurant, pas celui au téléphone, les yeux durs. Non, je vois le jeune architecte aux cheveux bruns, debout devant la bibliothèque de la Sorbonne, un carnet de croquis sous le bras. Il dessinait les façades anciennes. Il parlait de lumière, d'équilibre, de beauté. Il m'a vu. Il a souri. « Vous aimez l'architecture ? Je préfère la littérature », ai-je répondu. Alors, nous sommes complémentaires. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, dans une petite église de Provence. Ma mère pleurait. Son père nous a offert une maison dans les Yvelines. Pas immense, mais entourée de tilleuls, avec une grande cuisine où la lumière du matin entrait comme une promesse. C'est là que nous avons construit notre vie.
Bartholomé travaillait beaucoup. Il concevait des immeubles, des résidences, des projets ambitieux. Moi, j'enseignais la littérature dans un lycée privé. Nous recevions des amis le dimanche. Nous voyagions l'été. Nous lisions au coin du feu l'hiver. Nous n'avons pas eu d'enfants. Pas par choix, par le destin. Cela nous a rapprochés au début. Puis, je crois que cela nous a isolés. Nous n'avions personne d'autre que nous. Et cela semblait suffire. Je me souviens de ses mains. Toujours propres, soignées, précises. Des mains d'architecte. Il les posait sur mon épaule quand je préparais le dîner. Il disait « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Et je répondais toujours « Oui », parce que c'était vrai, à l'époque. Nous avions une routine. Le matin, il partait tôt. Moi, je prenais mon café près de la fenêtre de la cuisine, avec vue sur les tilleuls. Il y avait une tasse que j'aimais particulièrement, blanche, avec un liseré doré. Un cadeau de ma belle-mère, décédée depuis longtemps. Je buvais toujours mon café dans cette tasse. C'était mon moment, mon silence à moi. Bartholomé m'appelait parfois dans la matinée. « Comment va ma femme préférée ?»« Je suis ta seule femme, Bartholomé. » Justement, nous rions. Les années ont passé, doucement, comme une rivière tranquille. Nous avons acheté l'appartement à Paris, puis une autre propriété dans le Luberon. Bartholomé réussissait. Ses projets étaient publiés dans des magazines. On l'invitait à des conférences. Il voyageait de plus en plus. Et moi, je restais. Je ne m'en plaignais pas. J'avais mes élèves, mes livres, mes amis. Ma vie semblait pleine, mais quelque chose, lentement, se fissurait. Je m'en souviens maintenant. Pas sur le moment, mais en regardant en arrière, je vois les signes. Les soirs où il rentrait tard, sans un mot. Les week-ends où il répondait à des appels dans une autre pièce. Les fois où il me regardait et que je sentais une distance, comme s'il pensait à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Mais je ne disais rien, parce que c'était plus facile de croire que tout allait bien. Un été, nous sommes allés en Italie, Florence. Nous avons visité les musées, marché sur le Ponte Vecchio, dîné dans de petits restaurants cachés. Une nuit, sur la terrasse de notre hôtel, il m'a pris la main. « Apolline, tu es heureuse avec moi ?» La question m'a surprise. « Bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça ?» Il a haussé les épaules. « Parfois, j'ai l'impression que nous sommes loin l'un de l'autre. C'est juste la vie, Bartholomé. Le travail, le temps, mais nous sommes toujours ensemble. » Il a souri. Mais ce sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Quelques mois plus tard, nous avons fêté nos 30 ans de mariage. Un dîner intime, chez nous, avec quelques amis proches. Il a porté un toast. À Apolline, la femme la plus patiente du monde. La seule qui m'ait jamais vraiment compris. Tout le monde a applaudi. Mais moi, j'ai senti quelque chose d'étrange dans ces mots. Patiente. Pourquoi ce mot-là? C'est cette nuit-là que j'ai trouvé le premier message. Son téléphone avait vibré sur la table de nuit. Il dormait profondément. J'ai jeté un coup d'œil par réflexe. Tu me manques déjà. À demain. Pas de nom. Juste un numéro inconnu. Mon cœur s'est serré. Mais j'ai refermé les yeux. Je me suis dit que c'était une collègue. Une cliente. Rien d'important. Je me suis rendormie. Ou plutôt, j'ai fait semblant. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez en ce moment. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me ferait plaisir de savoir où cette histoire voyage. Les mois qui ont suivi ce message, j'ai commencé à observer Bartholomé différemment. Pas avec jalousie. Pas encore. Plutôt avec curiosité. Comme si je découvrais un étranger dans mon propre lit. Il y avait de petits changements, des détails que personne d'autre n'aurait remarqués. Mais moi, après 30 ans de mariage, je les voyais tous. Il prenait plus soin de lui. Il avait toujours été élégant, bien sûr. Mais là, c'était différent. Il avait changé de parfum, un parfum plus jeune, plus audacieux. Il portait des chemises neuves que je ne lui avais jamais vues. Il allait chez le coiffeur toutes les 3 semaines au lieu de 6. Un soir, je lui ai dit « Tu es très beau ces temps-ci ». Il a souri, flatté. « Tu trouves ? Oui, tu as rajeuni ?» Il a ri. Mais son rire sonnait faux. C'est peut-être le nouveau projet, ça me motive. Le nouveau projet. Toujours un nouveau projet. Il voyageait de plus en plus. Marseille, Lyon, Bordeaux, parfois même Bruxelles ou Genève. Des réunions importantes, disait-il. Des clients exigeants, des chantiers à superviser. Je ne posais pas de questions. Parce que c'était son travail. Parce que c'était normal. Parce que j'avais peur de la réponse. Mais une nuit,
Alors qu'il était à Marseille, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai ouvert son ordinateur. Je ne cherchais rien de précis. Je ne sais même pas ce que j'espérais trouver. Peut-être rien. Peut-être juste la confirmation que j'inventais tout dans ma tête. Son mot de passe était notre date de mariage. Il l'avait toujours été. Cela m'a rassurée, étrangement. Comme si cela prouvait que j'avais encore une place dans sa vie. J'ai ouvert sa messagerie, ses emails professionnels, des échanges avec des architectes, des entrepreneurs, des clients. Rien d'anormal. Puis, j'ai vu un dossier intitulé « Personnel ». Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai cliqué. Il y avait des photos, des dizaines de photos. D'elle, une femme brune, jeune, peut-être 35 ans, souriante, élégante. Elle portait un manteau rouge sur l'une des photos. Sur une autre, elle était assise dans un café, une tasse à la main, le regard tourné vers la caméra. Elle était belle, et elle le regardait comme je l'avais regardé autrefois. J'ai fermé l'ordinateur, mes mains tremblaient, mon ventre se tordait. Je suis allé dans la cuisine. J'ai pris ma tasse blanche au liseré doré. J'ai versé de l'eau chaude. Je me suis assise près de la fenêtre. Les tilleuls étaient immobiles dans la nuit. J'ai pleuré, mais pas comme on pleure de chagrin. Non. C'était autre chose, une sorte de fatigue immense, comme si tout mon corps acceptait enfin ce que mon esprit refusait depuis des mois. Il ne m'aimait plus, ou plutôt, il aimait quelqu'un d'autre. Quand Bartholomé est rentré de Marseille, je ne lui ai rien dit. Il m'a embrassé sur le front, comme d'habitude. Il a posé son sac. Il a parlé de son voyage, de son client difficile, de la chaleur insupportable dans le sud. Je l'ai écouté. J'ai souri. J'ai préparé le dîner. Et toute la soirée, j'ai pensé à cette femme en manteau rouge. Les semaines suivantes, j'ai essayé de continuer comme avant. Mais c'était comme marcher sur du verre brisé. Chaque geste, chaque mot me faisait mal. Je regardais Bartholomé partir le matin et je me demandais, où va-t-il vraiment? Est-ce qu'il la voit aujourd'hui? Est-ce qu'il pense à elle quand il me touche? La nuit, je ne dormais plus. Je restais éveillée, les yeux ouverts dans le noir, écoutant sa respiration tranquille à côté de moi. Comment pouvait-il dormir si paisiblement? Comment pouvait-il mentir avec tant de facilité? Un dimanche matin, je lui ai demandé « Bartholomé, est-ce que tu es heureux ?» Il a levé les yeux de son journal. « Bien sûr. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu sembles ailleurs ces temps-ci. » Il a froncé les sourcils. « Apolline, je travaille beaucoup. C'est normal que je sois fatigué. Mais je suis heureux. Nous sommes heureux. Non ?» J'ai hoché la tête. « Oui, bien sûr. » Mais ma voix était creuse. J'ai parlé à mon amie Claudine. Elle était la seule en qui j'avais confiance. Nous nous connaissions depuis le lycée. Elle avait divorcé 10 ans plus tôt. Elle savait ce que c'était, la trahison. Nous étions assises dans un salon de thé, près du Luxembourg. Claudine, je crois que Bartholomé me trompe. Elle n'a pas semblé surprise. Depuis combien de temps tu le sais? Je ne sais pas. Des mois peut-être. Mais je n'arrive pas à lui en parler. Pourquoi? J'ai regardé ma tasse. Une tasse en porcelaine fine, avec des fleurs peintes. Pas comme la mienne, chez moi. Pas comme celle qui m'attendait chaque matin, fidèle, silencieuse. Parce que si je lui en parle, tout devient réel. Et je ne sais pas si je suis prête. Claudine a posé sa main sur la mienne. « Apolline, tu mérites mieux que ça. Tu mérites la vérité. » Mais je ne lui ai rien dit, pas tout de suite. Je continuais à jouer mon rôle. L'épouse parfaite, discrète, compréhensive, patiente. Ce mot, encore, patiente. Combien de temps peut-on être patiente avant de devenir invisible? Un soir, il est rentré avec un bouquet de roses blanches. « Pour toi, a-t-il dit, souriant. J'ai pris les fleurs. Elles sentaient bon. Trop bon, peut-être. Quelle occasion? Aucune. J'avais juste envie de te faire plaisir. J'ai mis les roses dans un vase. Mais toute la soirée, je me suis demandé, pourquoi maintenant? Pourquoi ce geste soudain? Était-ce de la culpabilité? Ou pire, était-ce une façon de me garder tranquille pendant qu'il continuait à la voir, elle? Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un reçu dans la poche de sa veste, un restaurant à Paris. Le genre d'endroit où l'on va pour impressionner, pour séduire. Il y était allé un mardi soir. Le mardi où il m'avait dit qu'il travaillait tard au bureau. Le reçu mentionnait 2 couverts, une bouteille de champagne, un dessert à partager. J'ai plié le reçu. Je l'ai remis dans sa poche. Et ce soir-là, quand il est rentré, je lui ai demandé « Comment s'est passée ta journée ?»« Longue,
fatigante, mais productive. Tu as bien mangé? Oh, j'ai pris un sandwich au bureau, rien de spécial. Il a souri. Il m'a embrassé sur la joue. Et moi, j'ai souri aussi. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de terrible. Ce n'était pas juste une aventure passagère. Ce n'était pas une erreur, un moment de faiblesse. Non, c'était organisé, calculé, méthodique. Il me mentait avec une facilité déconcertante, comme si j'étais devenu un détail dans sa vie, un détail à gérer, à contourner. Pas une femme, pas une épouse, juste un obstacle. J'ai commencé à me regarder dans le miroir différemment. Mes cheveux grisonnaient, mes mains montraient les années. Mon visage portait les traces du temps, des sourires, des inquiétudes. J'avais 57 ans, elle en avait 35. Peut-être que c'était aussi simple que ça. Peut-être que je n'étais plus assez jeune, assez belle, assez intéressante. Mais une nuit, alors que je pleurais seule dans la cuisine, ma tasse vide entre les mains, j'ai pensé à ma mère. Elle m'avait dit, des années plus tôt, avant de mourir, « Apolline, ne laisse jamais un homme te faire croire que tu ne vaux rien. » Et là, dans cette cuisine silencieuse, j'ai compris. Ce n'était pas moi le problème, c'était lui. 2 semaines plus tard, il est parti pour un voyage d'affaires à Lyon. 3 jours, avait-il dit. Le premier soir, j'ai appelé son hôtel. « Bonjour, je souhaiterais parler à Monsieur Darcy. Chambre... » La réceptionniste m'a interrompu. « Je suis désolée, madame. Nous n'avons personne sous ce nom. » Mon sang s'est glacé. « Vous êtes sûre? Bartholomé Darcy. Il a réservé pour 3 nuits. »« Non, madame, aucune réservation à ce nom. » J'ai raccroché. Il n'était pas à Lyon. Il n'était nulle part où il aurait dû être. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate, Maître Lemoine, une femme réputée, implacable, que Claudine m'avait recommandée. « Je veux divorcer », ai-je dit. Elle n'a posé aucune question inutile. « Très bien. Nous commençons quand vous voulez. » Quand Bartholomé est rentré de son faux voyage, j'étais calme, presque sereine. Il m'a embrassée. « Tu m'as manqué. Toi aussi. » Mais c'était un mensonge, le dernier que je me permettais, parce que l'homme que j'aimais n'existait plus, et la femme que j'avais été, elle aussi avait disparu. Je n'ai rien dit à Bartholomé pendant 2 mois. 2 mois où j'ai continué à vivre comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas appelé une avocate, comme si je n'avais pas déjà signé les premiers papiers, comme si mon cœur n'était pas en train de se transformer en pierre froide. Maître Lemoine m'avait conseillé la discrétion. Ne lui dites rien pour l'instant. Rassemblez les preuves, les relevés bancaires, les reçus, tout ce qui pourra servir. Et surtout, ne lui montrez pas que vous savez. Alors, je suis devenue une actrice dans ma propre vie. Le matin, je lui préparais son café. Noir, 2 sucres, comme il l'aimait. Je lui demandais comment il avait dormi. Je l'embrassais avant qu'il parte. Je lui souhaitais une bonne journée. Et lui, il souriait. Il me remerciait. Il me disait qu'il rentrerait tard, encore une fois. Un dîner avec des investisseurs. Tu sais comment c'est. Oui, je sais. Je savais surtout qu'il mentait. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas les mensonges. C'était la facilité avec laquelle il les disait. Pas de culpabilité dans ses yeux, pas de tremblement dans sa voix, pas de gestes nerveux, pas de regard fuyant. Rien. Il mentait comme on respire. Naturellement. Sans effort. Et moi, je souriais. Parce que c'était plus facile que de crier. Un soir, il est rentré avec un cadeau, une écharpe en cachemire, grise, douce, élégante. Je l'ai vue en vitrine. J'ai pensé à toi. J'ai touché le tissu. Il était magnifique. Merci Bartholomé. Elle est très belle. Comme toi. Il m'a embrassée. Et pendant 1 seconde, j'ai presque cru que c'était vrai, que j'étais encore quelque chose pour lui, que peut-être je m'étais trompée, que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Mais cette nuit-là, alors qu'il dormait, j'ai pris son téléphone. Un nouveau message. De Léa. « Merci pour l'écharpe, elle me va à merveille. Je t'aime. » J'ai relu le message 3 fois. L'écharpe, mon écharpe. Il lui en avait acheté une identique. Ou peut-être que la mienne était une copie de la sienne. Un après-coup. Une compensation. J'ai reposé le téléphone exactement où il était. Je me suis recouchée. J'ai fixé le plafond dans le noir. Et j'ai compris quelque chose de terrible. Je n'étais plus sa femme. J'étais son alibi. Les jours suivants, j'ai commencé à rassembler les preuves, comme Maître Lemoine me l'avait demandé. J'ai photographié les relevés bancaires,
les retraits dans des villes où il n'était jamais allé pour le travail, les paiements dans des restaurants, des hôtels, des bijouteries. Il dépensait notre argent pour elle, pour lui offrir des écharpes, des dîners, des week-ends. Pendant que moi, je restais seule dans notre grande maison silencieuse. Un après-midi, Claudine était venue me voir. Nous avons bu du thé dans le salon. Elle m'a regardé longuement, puis elle a dit « Apolline, tu as maigri. Tu dors ? Un peu. Tu lui as parlé ? Non. Pourquoi ? J'ai haussé les épaules. Parce que je ne sais pas comment. Parce que j'ai peur de ce qui va se passer après. Claudine a posé sa tasse. Apolline, écoute-moi bien. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu te détruis. Je sais. Alors dis-lui. Mais je ne lui ai rien dit. Parce qu'au fond, j'avais peur. Peur qu'il confirme ce que je savais déjà. Peur qu'il me dise qu'il ne m'aimait plus. Peur qu'il parte. Peur de me retrouver seule. Alors je continuais à jouer mon rôle. La femme discrète, compréhensive, patiente. Ce mot, toujours. Un soir, nous avons dîné ensemble. Chose rare ces derniers temps. Il avait préparé des pâtes. Rien d'extraordinaire, mais c'était un geste, un effort. Nous avons parlé de choses banales. La météo, les travaux de la mairie, le nouveau film au cinéma. Puis, au milieu du repas, il a dit « Apolline, tu es distante ces temps-ci. » Mon cœur s'est arrêté. Distante ? Oui, comme si tu étais ailleurs. Comme si, je ne sais pas, comme si tu ne m'aimais plus. J'ai failli rire, mais c'était trop absurde, trop cruel. Bartholomé, tu travailles tout le temps. Tu rentres tard. Tu voyages sans arrêt. C'est moi qui devrais te poser cette question. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien. Laisse tomber. Il a insisté. Non, dis-moi. J'ai hésité. Et puis j'ai dit, est-ce que tu es heureux avec moi ? Le silence qui a suivi a duré une éternité. Il a regardé son assiette. Puis il a levé les yeux vers moi. Bien sûr que je suis heureux. Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que je ne te reconnais plus. Apolline, je travaille beaucoup, c'est vrai. Mais c'est pour nous, pour notre avenir, pour nous. Ces mots m'ont fait mal, parce qu'il n'y avait plus de nous. Il y avait lui, il y avait elle, et il y avait moi, quelque part dans l'ombre, attendant qu'il se souvienne que j'existais encore. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis descendue dans la cuisine. J'ai pris ma tasse blanche au liseré doré. Je me suis assise près de la fenêtre. Les tilleuls bougeaient doucement dans le vent. La lune éclairait le jardin. Et j'ai pensé à ma vie. 32 ans de mariage, 32 ans de compromis, de patience, de douceur. 32 ans où j'avais mis mes propres désirs de côté pour construire quelque chose avec lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me restait ? Une maison vide, un mari menteur et une femme en manteau rouge qui prenait ma place. Le lendemain, j'ai rappelé Maître Lemoine. « Je veux accélérer la procédure. Vous êtes sûr ? Oui. Très bien. Je prépare les documents. Il faut que vous lui annonciez. » Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Parce qu'une partie de moi espérait encore. Espérait qu'il se réveille, qu'il réalise ce qu'il était en train de perdre, qu'il revienne vers moi et me dise « Apolline, pardonne-moi. Je me suis trompée. Je t'aime encore. » Mais les semaines passaient, et rien ne changeait. Un samedi matin, il m'a annoncé qu'il partait pour le week-end. Un séminaire à Deauville. Je rentre dimanche soir. Un week-end entier ? Oui, c'est important. Il a fait sa valise. Il m'a embrassé sur le front. « Repose-toi, tu as l'air fatigué. » Puis il est parti. Dès que sa voiture a disparu au bout de l'allée, j'ai appelé Claudine. Il est parti. Où ? Deauville, soi-disant. Apolline, je sais. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai regardé par la fenêtre. Les tilleuls, le jardin. Cette maison que j'avais aimée autrefois. Je vais partir. Ce week-end-là, j'ai commencé à emballer mes affaires. Pas tout. Juste l'essentiel. Mes vêtements, mes livres préférés. Quelques photos. Ma tasse blanche au liseré doré. Je les ai mis dans des cartons. J'ai appelé Claudine. Elle est venue m'aider. Tu es sûre ? Oui. Où vas-tu aller ? Chez ma sœur, à Versailles. Le temps de trouver un appartement. Elle m'a serré dans ses bras. Tu fais le bon choix. Le dimanche soir, quand Bartholomé est rentré, la maison était vide. Enfin presque. J'avais laissé un mot sur la table de la cuisine. Bartholomé, je pars. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu recevras les papiers du divorce dans quelques jours. Ne me cherche pas. Apolline. Mais je n'ai pas eu le courage de partir avant son retour. Je suis restée. Encore une semaine. Encore un mois. Parce qu'au fond,
J'avais peur, peur de tout perdre, peur de recommencer, peur de vieillir seule. Alors je suis restée. Et j'ai continué à faire semblant. C'est Maître Lemoine qui m'a forcée à agir. Elle m'a appelée un mardi matin. Madame Darcy, les papiers sont prêts. Mais tant que vous ne lui annoncez pas, nous ne pouvons pas avancer. Je sais. Alors faites-le. Aujourd'hui. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il rentre. Il était 20 heures passées. Il a posé son manteau. Il s'est assis dans le salon. « Bonsoir, Apolline. »« Bonsoir. » Je me suis assise en face de lui. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. « Bartholomé, il faut que je te parle. » Il a levé les yeux vers moi. « Oui, je veux divorcer. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Il m'a regardé comme si je venais de lui annoncer la fin du monde. « Quoi ? Je veux divorcer. »« Mais pourquoi ?» J'ai presque ri. « Pourquoi ? Parce que tu ne m'aimes plus, Bartholomé. Parce que tu me trompes. Parce que je ne peux plus vivre dans ce mensonge. » Il a secoué la tête. « Apolline, je ne te trompe pas. Tu inventes des choses. Tu es fatiguée, stressée. Ne me prends pas pour une idiote. » Ma voix était calme, froide, plus calme que je ne l'aurais cru possible. J'ai vu les messages, les reçus, les photos. Je sais tout. Son visage a changé. La surprise, puis la colère, puis quelque chose de plus sombre, de plus calculé. « Tu as fouillé dans mes affaires ? » ?»« Oui. Tu n'avais pas le droit. Et toi, tu avais le droit de me mentir pendant des mois ?» Il s'est levé. Il a fait les 100 pas dans le salon. « Apolline, écoute, c'est compliqué. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non ? Alors explique-moi. » Il a hésité, puis il a dit « C'était une erreur, une faiblesse. Mais c'est fini, je te le promets. Tu mens. »« Non. »« Si. Tu mens comme tu respires, Bartholomé, et je ne peux plus te croire. » Il s'est approché de moi. Il a pris mes mains. « Apolline, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons réparer. Nous pouvons recommencer. » J'ai retiré mes mains. « Non, c'est trop tard. Apolline, j'ai déjà contacté une avocate. Les papiers sont prêts. Tu vas les recevoir cette semaine. » Son visage s'est durci. « Tu ne peux pas faire ça. »« Si, je peux. Apolline, réfléchis. La maison, l'appartement. Tout ce que nous avons construit ensemble. Tu vas tout perdre. » Non, Bartholomé, c'est toi qui vas perdre. Il est devenu blanc. Et c'est là que j'ai vu l'homme qu'il était vraiment. Pas l'architecte brillant, pas le mari charmant. Non, un homme qui avait peur de perdre ses biens, ses propriétés, son confort. Pas moi, ses biens. Apolline, tu ne sais pas ce que tu fais. Si, je sais exactement ce que je fais. Je me suis levée, j'ai pris mon sac. Je vais dormir chez ma sœur ce soir. Et demain, je reviens chercher le reste de mes affaires. Apolline, attends. Non, je suis sortie de cette maison sans me retourner. J'ai marché jusqu'à ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à mettre la clé dans le contact. Mais j'ai démarré. Et j'ai roulé. Loin de cette maison. Loin de cet homme. Loin de cette vie qui n'était plus la mienne. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me ferait plaisir de savoir que cette histoire voyage, qu'elle trouve d'autres femmes qui ont eu le courage de partir. Les semaines qui ont suivi mon départ ont été étranges. J'habitais chez ma sœur Marguerite, à Versailles. Un petit appartement au 3e étage, avec vue sur les toits. Rien à voir avec notre grande maison des Yvelines. Mais c'était calme, c'était sûr. Et surtout, c'était loin de lui. Bartholomé m'a appelé tous les jours pendant la première semaine. 10 appels, 15, 20. Je ne répondais pas. Puis il a envoyé des messages. « Apolline, s'il te plaît, parle-moi. Tu me manques. Nous pouvons arranger les choses. Ne fais pas ça. » Et puis, au bout d'une semaine, le ton a changé. « Tu vas le regretter. Tu ne peux pas gagner. Je ne te laisserai pas prendre ce qui est à moi. Maître Lemoine m'avait prévenu. Il va essayer de vous faire peur. C'est classique. Ne répondez pas. Gardez tous les messages. Ils pourront servir. » Alors j'ai tout gardé. Chaque appel manqué. Chaque message. Chaque menace voilée. Et pendant ce temps, la procédure avançait. Marguerite était douce avec moi. Elle ne posait pas trop de questions. Elle me laissait pleurer quand j'en avais besoin. Elle préparait du thé. Elle écoutait. Un soir, assise sur son petit balcon, elle m'a dit « Tu sais, Apolline, je t'ai toujours admirée. Pourquoi ? Parce que tu as tenu si longtemps. Moi, j'aurais craqué bien avant. » J'ai souri tristement. Tenir, ce n'est pas toujours une qualité.
Parfois, c'est juste de la lâcheté. Non, c'était de l'espoir, et il n'y a rien de lâche là-dedans. Mais l'espoir, je n'en avais plus beaucoup, parce que chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau, quelque chose qui me brisait un peu plus. Maître Lemoine avait demandé une enquête financière. C'était la procédure standard dans les divorces, où il y avait beaucoup de biens à partager. 1 mois après mon départ, elle m'a convoqué dans son cabinet. Elle avait une expression grave. « Madame Darcy, nous avons trouvé des choses. » Quel genre de choses? Elle a ouvert un dossier. Des relevés bancaires, des contrats, des documents que je n'avais jamais vus. Votre mari a ouvert plusieurs comptes dont vous n'étiez pas au courant. Des comptes à son nom uniquement. Il y a transféré des sommes importantes ces 2 dernières années. Mon cœur s'est serré. Combien? Environ 150 000 €. J'ai failli m'étouffer. 150 000? Oui, et ce n'est pas tout. Elle a tourné les pages. Il a également vendu des parts dans une de ses sociétés, sans vous en informer, sans votre signature. Techniquement, c'était illégal puisque vous étiez mariés sous le régime de la communauté. Combien? 200 000 €. J'ai posé ma main sur mon ventre. J'avais envie de vomir. Où est cet argent? Nous ne savons pas encore. Il a été transféré sur un compte offshore, aux îles Caïmans. Maître Lemoine m'a regardé avec compassion. Madame Darcy, votre mari a systématiquement vidé vos comptes communs. Il a préparé ce divorce bien avant vous. Il savait que vous alliez partir. Ou plutôt, il savait qu'il allait partir. Et il s'est protégé. Protégé de quoi? De vous, de la loi. Il a tout fait pour que vous ne puissiez rien récupérer. Je suis sorti de ce cabinet dans un état second. J'ai marché dans les rues de Paris sans savoir où j'allais. Les gens passaient autour de moi. La vie continuait. Mais moi, j'avais l'impression d'être figé dans un cauchemar. 32 ans de mariage, 32 ans de confiance. Et il avait tout préparé, tout calculé, tout volé. Ce soir-là, Marguerite m'a trouvée assise sur le canapé, les yeux dans le vide. « Apolline, ça va ?» Il a tout pris. Quoi? L'argent, les économies, tout. Il a tout caché. Marguerite s'est assise à côté de moi. « Apolline, tu vas te battre. Tu vas récupérer ce qui est à toi. » Comment? Il a tout planifié. Il est plus fort que moi. Non, il est juste plus lâche. Les jours suivants, Maître Lemoine a lancé des procédures pour bloquer les comptes de Bartholomé, pour geler ses biens, pour l'obliger à rendre des comptes. Mais lui, de son côté, engageait les meilleurs avocats, les plus chers, les plus impitoyables. Et la bataille a commencé. Un matin, j'ai reçu une convocation au tribunal, une audience préliminaire, pour déterminer qui aurait droit à quoi pendant la procédure. Maître Lemoine m'a prévenu. Il va être là. Vous allez le voir. Êtes-vous prête? Je ne sais pas. Apolline, il va essayer de vous déstabiliser, de vous faire craquer. Ne lui donnez pas cette satisfaction. Restez digne. Le jour de l'audience, je me suis habillée avec soin. Une robe bleu marine, simple, élégante. Mes cheveux attachés, pas de bijoux, sauf mon alliance. Oui, je la portais encore, pas par amour, mais par défiance, pour lui montrer que j'étais toujours sa femme, légalement, et que je n'allais pas disparaître sans me battre. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, je l'ai vu, Bartholomé, assis avec ses 2 avocats, en costume sombre, les cheveux parfaitement coiffés, l'air sûr de lui. Il m'a regardé, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. De la surprise? Du regret? Non, du calcul. L'audience a été brutale. Son avocat a tout fait pour me faire passer pour une femme instable, jalouse, paranoïaque. Madame Darcy prétend que mon client l'a trompée. Mais où sont les preuves? Des photos qu'elle a prises illégalement sur son ordinateur? Des messages qu'elle a lus sans son consentement? Maître Lemoine a répliqué. Monsieur Darcy a systématiquement dissimulé des fonds. Il a menti sur ses revenus. Il a violé la loi en vendant des parts sans l'accord de son épouse. Mon client a simplement protégé ses intérêts professionnels. Ses intérêts ou ses mensonges? Le juge a levé la main. Silence. Il a regardé les documents. Puis il a dit « Je vais ordonner un audit complet des finances de Monsieur Darcy. En attendant, tous les comptes communs sont gelés. Madame Darcy recevra une pension alimentaire mensuelle de 3 000 €. Bartholomé s'est levé d'un bond. 3 000 €? C'est ridicule. Le juge l'a foudroyé du regard. Asseyez-vous, Monsieur Darcy. En sortant du tribunal, Bartholomé m'a rattrapé sur les marches. Apolline. Je me suis arrêtée.
Maître Lemoine était à côté de moi. Ne lui parlez pas, a-t-elle murmuré. Mais je me suis retournée. Quoi? Il était pâle, tendu. Tu es en train de tout détruire. Non, Bartholomé, c'est toi qui as tout détruit. Apolline, on peut encore arranger les choses. Retire ta plainte. Annule cette procédure. On peut recommencer. J'ai failli rire. Recommencer? Avec toi? Après ce que tu as fait? Je t'aime encore. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je t'aime encore. Comment osait-il? Comment osait-il me dire ça, là, sur les marches d'un tribunal, après m'avoir volé, trompé, humilié? Non, Bartholomé, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimes ton confort, ta maison, ton argent. Mais moi, tu m'as oublié il y a longtemps. Ce n'est pas vrai. Si. Et tu sais quoi? Je te pardonne. Il a froncé les sourcils. Quoi? Je te pardonne. Parce que je ne veux plus porter cette colère. Je ne veux plus perdre mon temps avec toi. Je suis partie. Et cette fois, je ne me suis pas retournée. Les semaines suivantes, l'audit financier a révélé encore plus de mensonges, des investissements secrets, des propriétés achetées au nom de sociétés écrans. Des dettes cachées. Bartholomé s'était construit un empire parallèle, un empire dont je ne savais rien. Et maintenant, tout s'effondrait. Maître Lemoine était confiante. Nous allons gagner. Il a violé trop de lois. Il a menti sous serment. Le juge va le sanctionner. Mais moi, je ne ressentais aucune joie, juste de la tristesse, parce que tout cela aurait pu être évité. Si seulement il avait été honnête, si seulement il m'avait respecté. Mais il avait choisi le mensonge. Et maintenant, il allait payer. Un soir, Marguerite m'a préparé du thé. Nous étions assises sur son balcon, regardant le soleil se coucher sur les toits de Versailles. Tu sais, Apolline, je suis fière de toi. Pourquoi? Parce que tu te bats, parce que tu ne te laisses pas écraser. J'ai souri faiblement. Parfois, j'ai l'impression que je me bats pour rien, que même si je gagne, j'ai déjà perdu. Tu n'as rien perdu. Tu as gagné ta liberté. Mais la liberté avait un prix. Et je commençais à comprendre que ce prix était plus lourd que je ne l'avais imaginé. 1 mois plus tard, Bartholomé m'a envoyé un message. Un seul. Apolline, dînons ensemble. Une dernière fois. Pour parler. Pour tout régler à l'amiable. S'il te plaît. J'ai montré le message à Maître Lemoine. Ne répondez pas. C'est un piège. Un piège? Oui. Il veut vous manipuler, vous faire signer quelque chose. Ou pire, vous faire craquer émotionnellement. Mais une partie de moi voulait y aller. Pas parce que je l'aimais encore, mais parce que je voulais comprendre. Comprendre comment on passe de l'amour à la haine, de la confiance à la trahison, de 32 ans de mariage à ça. J'ai relu le message. Pour tout régler à l'amiable. À l'amiable. Comme si c'était encore possible. Claudine m'a appelé ce soir-là. Apolline, Marguerite m'a dit que Bartholomé veut te voir. Oui. Tu ne vas pas y aller, j'espère? Je ne sais pas. Apolline, écoute-moi. Cet homme est dangereux. Il a tout fait pour te détruire. Ne lui donne pas une autre chance. Il veut juste parler. Non. Il veut te contrôler. Encore. Mais le lendemain matin, j'ai répondu. D'accord. Où et quand? Sa réponse est arrivée dans la minute. Demain soir, 20h, le Cygne Bleu. Tu connais, le Cygne Bleu. Un restaurant élégant, discret, dans le 7e arrondissement. Le genre d'endroit où nous allions pour nos anniversaires, pour nos grandes occasions. Maître Lemoine était furieuse. Vous faites une erreur. Peut-être, mais je dois y aller. Je dois savoir. Savoir quoi? Si l'homme que j'ai aimé existe encore, ou si je l'ai inventé. Le soir du dîner, je me suis préparée lentement. Une robe noire, simple, sobre, mes cheveux détachés, un peu de parfum, et mon alliance. Toujours. Marguerite m'a regardée avec inquiétude. Tu es sûre? Non, mais je vais quand même. Le taxi m'a déposé devant le restaurant à 19h55. J'ai regardé la façade, les lumières chaudes, les grandes baies vitrées. Mon cœur battait vite. J'ai poussé la porte. Bartholomé était déjà là, assis à une table au fond. Costume gris, sourire nerveux. Il s'est levé quand il m'a vu. Apolline, merci d'être venue. Bartholomé, nous nous sommes assis. Le silence était lourd. Puis, il a commencé à parler. De nous, du passé, de ses regrets. Les mêmes mots qu'avant. Les mêmes promesses. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je veux arranger les choses. Je veux qu'on arrête cette guerre. Cette guerre, c'est toi qui l'as commencée.
Non, c'est toi, en partant, en engageant une avocate, en me traitant comme un criminel. J'ai regardé cet homme en face de moi, et j'ai réalisé quelque chose. Il ne regrettait rien. Il avait juste peur de perdre. Bartholomé, pourquoi tu m'as fait venir ici? Pour parler, pour trouver une solution. Une solution? Oui? Retire ta plainte. Signe un arrangement à l'amiable. Je te donne la maison des Yvelines. Et 100 000 euros. C'est généreux. J'ai failli rire. Généreux? Tu as caché 350 000 euros. Tu m'offres 100 000. Et tu appelles ça généreux? Son visage s'est durci. Apolline, ne me pousse pas à bout. Ou quoi? Il s'est levé brusquement. J'ai besoin d'air, je reviens. Il est sorti, son téléphone à la main. Je l'ai vu à travers la baie vitrée. Il parlait, il faisait des gestes nerveux. Et c'est là que la serveuse est arrivée. Une jeune femme, brune, tablier noir. Elle s'est approchée avec une carafe d'eau. Mais au lieu de la poser, elle s'est penchée vers moi. Madame, sa voix tremblait. Oui? Écoutez-moi bien. Ne posez pas de questions. Prenez ça. Elle a glissé un billet de 20 euros dans ma main. Allez aux toilettes. Sortez par la porte de derrière. Demandez un taxi et partez. Maintenant, mon sang s'est glacé. Mais pourquoi? S'il vous plaît, faites-moi confiance. Ses yeux suppliaient. Ils vont arriver dans quelques minutes. Et vous ne devez pas être là. Mon cœur explosait dans ma poitrine. Qui va arriver? Je ne peux pas dire. Mais partez, maintenant. J'ai regardé Bartholomé dehors, toujours au téléphone, et j'ai compris. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose de terrible. J'ai pris mon sac. Je me suis levée. J'ai marché vers les toilettes, les jambes tremblantes. J'ai poussé la porte de derrière. L'air froid. La nuit, j'ai couru. J'ai couru dans la ruelle derrière le restaurant. Mes talons claquaient sur les pavés mouillés. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce qui se passait. Je savais juste que je devais partir. Au bout de la rue, j'ai vu un taxi, les lumières allumées, libre. J'ai levé la main. Il s'est arrêté. « Où allez-vous, madame ?»« Versailles. Vite, s'il vous plaît. » Ma voix tremblait. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. « Ça va, madame ?»« Oui. »« Non. Je ne sais pas. Partez, s'il vous plaît. » Le taxi a démarré. J'ai regardé par la vitre arrière. Le restaurant s'éloignait. Les lumières chaudes, la façade élégante. Et Bartholomé, quelque part à l'intérieur, qui m'attendait. Qui m'attendait pour quoi? Mes mains tremblaient. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Marguerite. « Allô? Marguerite? Apolline? Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Je suis dans un taxi. Je rentre. Tu es partie du restaurant? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Une serveuse, elle m'a dit de partir. Elle m'a donné de l'argent et elle m'a dit de fuir. Quoi? Je ne comprends pas. Bartholomé était sorti pour téléphoner et elle m'a dit que quelqu'un allait arriver. Que je ne devais pas être là. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Apolline, rentre vite. Je t'attends. Le trajet jusqu'à Versailles m'a paru durer des heures. Je regardais les rues défiler. Les lumières. Les gens qui marchaient tranquillement, sans savoir, sans avoir peur. Moi, j'avais peur. Une peur que je ne comprenais pas. Une peur viscérale. Qu'est-ce que Bartholomé avait prévu? Qu'est-ce que cette serveuse avait entendu? Et pourquoi m'avait-elle sauvée? Quand je suis arrivée chez Marguerite, elle m'attendait sur le palier. Elle m'a prise dans ses bras. Mon Dieu, Apolline, tu trembles. Je ne comprends rien. Viens, assieds-toi, je vais te faire du thé. Je me suis assise sur le canapé. Marguerite a allumé la télévision pour me distraire. Les informations. Un journal quelconque. Des images sans importance. Mais soudain, une alerte. Flash info. Le présentateur avait un air grave. Un braquage violent a eu lieu ce soir dans un restaurant du 7e arrondissement de Paris. Le Cygne Bleu, établissement réputé, a été pris d'assaut par 2 hommes armés peu après 20h30. Mon sang s'est glacé. Le Cygne Bleu. Notre restaurant. Le restaurant où j'étais il y a 1 heure. Marguerite s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. Apolline, je ne pouvais pas parler. Je fixais l'écran. Le présentateur continuait. Les 2 hommes ont menacé les clients et le personnel. Ils ont exigé l'argent de la caisse et les objets de valeur des personnes présentes. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. La police est sur place et enquête. Des images tremblantes, des voitures de police, des gyrophares, des clients qui sortaient,
choquée. Et puis, Bartholomé. Je l'ai vu, là, sur l'écran. Il sortait du restaurant, encadré par des policiers, pas menotté, mais interrogé. Il avait l'air perdu, choqué, ou peut-être en colère. Marguerite a éteint la télévision. Apolline, tu aurais pu être là. Oui, cette serveuse t'a sauvé la vie. Mais quelque chose ne collait pas. Pourquoi m'avait-elle prévenu, moi? Pourquoi pas les autres clients? Comment savait-elle que quelque chose allait se passer? Et surtout, pourquoi Bartholomé était-il sorti juste avant? Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô? Une voix de femme. Jeune. Nerveuse. Madame Darcy? Oui. Qui êtes-vous? Je suis la serveuse. Du restaurant. Mon cœur s'est arrêté. Comment avez-vous eu mon numéro? Votre mari, je veux dire, votre ex-mari, il a laissé son téléphone sur la table quand il est sorti. Je l'ai pris. J'ai trouvé votre contact. Il fallait que je vous appelle. Pourquoi? Parce que vous devez savoir. Il y a eu un silence. Puis elle a dit, d'une voix tremblante, « Madame, j'ai entendu votre mari au téléphone, avant que vous arriviez. Il parlait avec quelqu'un. Il disait, « Elle sera là à 20h. Vous entrez à 20h30, pas avant, et vous faites exactement ce qu'on a dit. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Quoi? Je ne voulais pas écouter, mais il parlait fort. Et puis, il a raccroché et il m'a regardé. Il a souri, et il a dit, « Ce soir, tout se règle. » J'ai fermé les yeux. Ce soir, tout se règle. Madame, je pense que ce braquage, ce n'était pas un hasard. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense que votre mari l'a organisé. J'ai raccroché. Je ne pouvais plus respirer. Marguerite me regardait, terrifiée. Apolline, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que Bartholomé, qu'il a organisé le braquage. Quoi? Il parlait au téléphone avant que j'arrive. Il donnait des instructions. Il savait que ça allait arriver. Marguerite s'est assise à côté de moi. Mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi il ferait ça? Et là, j'ai compris. Tout s'est éclairci d'un coup. Le divorce, l'argent qu'il allait perdre, la maison, les propriétés, les comptes, il allait tout perdre. Et il ne pouvait pas accepter ça. Alors il avait trouvé une solution radicale. Il voulait que je sois là, ai-je murmuré. Pourquoi? Parce que, s'il m'arrivait quelque chose pendant ce braquage, il hériterait de tout. Marguerite a porté sa main à sa bouche. Non, non, Apolline, tu délires. Personne ne ferait ça. Si, lui, il le ferait. J'ai repensé à tout. Les messages menaçants. Tu vas le regretter. Sa proposition ridicule au restaurant. 100 000 €. Sa nervosité. Son coup de téléphone juste avant. Et cette serveuse qui m'avait dit « Ils vont arriver. Vous ne devez pas être là. » Il avait tout prévu. Un braquage, des hommes armés. Et moi, au mauvais endroit, au mauvais moment. Un accident. Une victime collatérale. Personne n'aurait posé de questions. Mais la serveuse avait entendu. Et elle m'avait sauvé. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Lemoine. Je lui ai tout raconté. La serveuse. Le coup de téléphone. Le braquage. Il y a eu un long silence. Puis elle a dit « Madame Darcy, ce que vous me décrivez, c'est une tentative de meurtre. Je sais. Vous devez aller à la police. Immédiatement. » J'ai hésité. Parce qu'une partie de moi ne voulait pas y croire. Une partie de moi voulait encore croire que Bartholomé, l'homme que j'avais aimé, n'était pas capable de ça. Mais l'autre partie, celle qui avait vu ses yeux froids au tribunal, celle-là savait. J'ai contacté la police. Ils m'ont convoqué dans l'après-midi. Un inspecteur, grand, la cinquantaine, regard sérieux. « Madame Darcy, racontez-moi tout depuis le début. » J'ai parlé pendant 2 heures. Le divorce, l'argent caché, le dîner, la serveuse, le braquage. L'inspecteur prenait des notes. Il écoutait sans m'interrompre. Puis il a dit « Nous enquêtons déjà sur ce braquage. Mais ce que vous me dites change tout. Si votre mari a effectivement organisé cette attaque, c'est extrêmement grave. Je sais. Nous allons vérifier les relevés téléphoniques, les caméras de surveillance, et nous allons interroger cette serveuse. » Quelques jours plus tard, l'inspecteur m'a rappelé. « Madame Darcy, nous avons du nouveau. » Quoi? Les relevés téléphoniques de votre mari montrent plusieurs appels vers un numéro suspect les jours précédant le braquage. Ce numéro appartient à un homme déjà connu de nos services. Un voyou. Quelqu'un qui fait ce genre de travail. Mon estomac s'est noué. Donc c'est vrai. Nous avons aussi interrogé la serveuse.
Elle confirme ce qu'elle vous a dit. Elle l'a entendu donner des instructions précises. Et maintenant, nous allons arrêter votre mari. Pour complicité de vol avec violence. Et tentative de meurtre. Tentative de meurtre. Ces mots résonnaient dans ma tête. L'homme avec qui j'avais partagé 32 ans de ma vie avait essayé de me tuer. Le lendemain, Bartholomé a été arrêté. Les images ont fait le tour des informations. Arrestation dans l'affaire du braquage du Cygne bleu. Un architecte parisien soupçonné d'avoir commandité l'attaque. Claudine m'a appelé. « Apolline, tu as vu ?»« Oui. »« Mon Dieu, tu avais raison. »« Oui. Comment tu te sens ?»« Je ne sais pas. Vide. Parce que ce n'était pas de la joie que je ressentais, ni du soulagement. Juste une immense tristesse. Marguerite est venue s'asseoir à côté de moi ce soir-là. Nous avons bu du thé en silence. Puis elle a dit « Tu sais, cette serveuse, elle t'a sauvée. Je sais. Tu devrais la remercier. » J'ai retrouvé son numéro. Je l'ai appelée. « Allô ? Bonjour, c'est Apolline Darcy. Madame, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. Vous m'avez sauvé la vie. » Sa voix tremblait. « Je ne pouvais pas vous laisser là. J'ai entendu ce qu'il disait et je devais faire quelque chose. Comment vous appelez-vous ? Chloé. Chloé, je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'avez pas à me remercier. Je suis juste contente que vous soyez en sécurité. Nous avons parlé un moment. Elle m'a raconté qu'elle avait 26 ans, qu'elle travaillait dans ce restaurant depuis 2 ans, qu'elle faisait des études de psychologie. Je voulais aider les gens, comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Vous avez déjà commencé, ai-je dit. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le noir. Je pensais à Bartholomé, à l'homme qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu. Comment quelqu'un peut-il changer à ce point ? Ou peut-être qu'il n'avait jamais changé. Peut-être que j'avais juste refusé de voir qui il était vraiment. Maître Lemoine m'a appelé le lendemain. « Madame Darcy, la procédure de divorce est suspendue. En raison de l'arrestation de votre mari, tout est gelé. Pour combien de temps ? Jusqu'à la fin de l'enquête, peut-être plusieurs mois, mais vous êtes en sécurité maintenant. Il est en détention provisoire. Plusieurs mois, encore plusieurs mois à attendre, à porter son nom, à être liée à lui. Mais au moins, j'étais vivante. Un soir, j'ai sorti ma tasse blanche au liseré doré. Je l'avais emportée avec moi quand j'étais partie. C'était une des seules choses que j'avais vraiment tenu à garder. J'ai préparé du thé. Je me suis assise près de la fenêtre de l'appartement de Marguerite. Les toits de Versailles s'étendaient devant moi. Et j'ai pleuré. Pas de colère, pas de peur, juste de soulagement. Parce que j'avais survécu. Marguerite est venue me rejoindre. « Ça va aller, Apolline. Je sais. Tu es forte. Plus forte que tu ne le crois. » Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais brisée. 32 ans de ma vie s'étaient effondrés en quelques mois. L'homme que j'avais aimé avait essayé de me tuer. Comment est-ce qu'on se relève de ça ? Les jours suivants, les médias ont commencé à raconter l'histoire. L'architecte et le braquage, un crime passionnel, divorce sanglant dans la bourgeoisie parisienne, un mari prêt à tout pour garder sa fortune. Mon nom était partout. Mon visage aussi. Des photos prises lors du procès. Apolline Darcy, la femme qui avait failli mourir. Claudine m'a conseillé de ne pas lire les articles. Ils ne savent rien, ils inventent. Mais je les lisais quand même, parce que j'avais besoin de comprendre, besoin de voir comment les gens percevaient de cette histoire. Certains me soutenaient. Quelle horreur, cette pauvre femme. J'espère qu'il va croupir en prison. D'autres me jugeaient. Elle n'avait qu'à le quitter plus tôt. Il y a sûrement une autre version. J'ai fermé mon ordinateur, parce qu'au fond, peu importait ce que les gens pensaient. Ce qui importait, c'était que j'étais vivante, et que lui, il allait payer. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix ce soir-là, si j'aurais dû rester, affronter ce qui allait arriver, ou si fuir était la seule option. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? Dites-le moi en commentaire, parce que parfois, il n'y a pas de bonne réponse, juste la survie. Les semaines qui ont suivi l'arrestation de Bartholomé ont été étranges. Je vivais dans une sorte de brouillard, entre soulagement et épuisement, entre colère et tristesse. Marguerite était aux petits soins. Claudine venait me voir presque tous les jours. Même mes anciennes collègues du lycée m'ont appelée. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Tout le monde voulait savoir comment j'allais. Tout le monde voulait entendre l'histoire de mes propres lèvres. Mais moi, je ne savais pas comment j'allais.
Maître Lemoine m'a convoqué à son cabinet 3 semaines après l'arrestation. Madame Darcy, j'ai des nouvelles. Bonnes ou mauvaises? Elle a hésité. Les deux. Elle a ouvert un dossier. La bonne nouvelle, c'est que l'enquête avance bien. Les preuves contre votre mari s'accumulent. Les relevés téléphoniques, le témoignage de mademoiselle Chloé, les images de surveillance du restaurant. Et l'un des 2 hommes qui ont commis le braquage a parlé. Il a confirmé que Bartholomé l'avait payé. Mon cœur s'est serré. Combien? 50 000 €. 25 000 d'avance. 25 000 après. Elle n'a pas fini sa phrase. Après ma mort. Et la mauvaise nouvelle? Maître Lemoine a pris une grande inspiration. Votre mari demande à vous voir. J'ai senti mon estomac se nouer. Quoi? Il a demandé à son avocat d'organiser une rencontre, au parloir de la prison. Il dit qu'il a besoin de vous parler. Non. Madame Darcy, non. Je ne veux pas le voir. Je comprends. Mais son avocat insiste. Il dit que c'est important, que Bartholomé a des choses à vous dire, des choses qui pourraient vous aider. Je me suis levé. M'aider? Cet homme a essayé de me tuer. Et maintenant, il veut me parler? Non, c'est non. Maître Lemoine m'a regardé avec calme. Apolline, je ne vous oblige à rien. Mais parfois, entendre ce qu'un criminel a à dire peut nous aider à tourner la page, à comprendre. Je ne veux pas comprendre. Je veux juste qu'il disparaisse de ma vie. Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à Bartholomé, seul, dans une cellule. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Des excuses, des explications, ou peut-être une dernière manipulation. 3 jours plus tard, j'ai rappelé Maître Lemoine. D'accord, pourquoi? J'irai le voir. Vous êtes sûr? Non, mais je vais quand même. Le parloir de la prison de Fleury-Mérogis. Un endroit froid, gris, triste, des tables en formica, des chaises en plastique, des vitres épaisses, des gardiens partout. J'étais assise, les mains croisées, le cœur battant. Et puis, il est entré. Bartholomé. Il avait maigri. Ses cheveux grisonnaient plus qu'avant. Ses yeux étaient cernés. Il portait un survêtement bleu délavé. Il ne ressemblait plus à l'architecte élégant que j'avais connu. Il ressemblait à un homme brisé. Il s'est assis en face de moi. Il a tenté de sourire. « Apolline, merci d'être venue. Je n'ai rien dit. Tu vas bien? Tu me demandes si je vais bien? Vraiment ?» Il a baissé les yeux. « Je sais, c'est stupide. » Un long silence. Puis il a dit « Apolline, je ne sais pas par où commencer. Commence par la vérité. Pour une fois. » Il a levé les yeux vers moi. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la honte. Tu as raison. J'ai tout gâché. J'ai menti. J'ai triché. J'ai fait des choses impardonnables. Tu as essayé de me tuer. Oui. Ce oui m'a coupé le souffle. Pas de déni. Pas d'excuse. Juste oui. Pourquoi? Il a fermé les yeux. Parce que j'avais peur. Peur de quoi? De perdre. De tout perdre. Ma maison. Mon argent. Ma réputation. Et surtout, mon contrôle. Il a ouvert les yeux. Ils étaient rouges. Apolline. Pendant toutes ces années, j'ai construit une image. L'architecte brillant. Le mari parfait. L'homme qui réussit tout. Et toi? Tu faisais partie de cette image. Tu étais la femme élégante, discrète, qui restait à ma place, qui ne posait pas de questions, qui se taisait. Oui, et quand j'ai décidé de partir, quand tu as décidé de partir, toute cette image s'est fissurée. Les gens allaient parler, les clients allaient savoir. Ma réputation allait être ternie, et surtout, j'allais perdre de l'argent, beaucoup d'argent. Je l'ai regardé. Alors tu as préféré me tuer. Oui, un autre silence. Mais tu sais ce qui est le plus fou? Quoi? Je ne t'ai jamais vraiment aimé. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Quoi? Je pensais que oui, au début, quand on s'est rencontrés. Tu étais belle, intelligente, tu venais d'une bonne famille, tu étais parfaite pour le rôle. Le rôle? La femme de l'architecte, celle qui tient la maison, qui reçoit les invités, qui sourit au dîner. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais je ne les ai pas laissés couler. Alors tout était faux, depuis le début. Non, pas tout. Il y a eu des moments vrais, des moments où je pensais vraiment que nous étions heureux. Mais je crois que j'ai toujours pensé plus à moi qu'à toi. Et Léa? Il a eu l'air surpris. Comment tu sais pour Léa? J'ai vu les photos, j'ai lu les messages. Il a hoché la tête. Léa, c'était différent.
Elle était jeune, elle m'admirait, elle me faisait sentir vivant, comme si j'avais encore 20 ans. Alors tu l'aimais, elle? Je pensais que oui. Et maintenant, elle ne répond plus à mes appels. Elle a disparu dès mon arrestation. J'ai presque ri. Presque. Bartholomé, je suis venu ici parce que tu voulais me parler. Mais si c'est juste pour me dire que tu ne m'as jamais aimé, que j'étais juste un accessoire dans ta vie, alors j'aurais préféré ne pas venir. Non. Attends. Il a tendu la main vers moi, mais le gardien l'a rappelé à l'ordre. Pas de contact. Bartholomé a retiré sa main. Apolline, je voulais te dire que je suis désolé. Désolé? Oui. Désolé pour tout. Pour les mensonges, pour Léa, pour l'argent caché, et surtout, pour ce que j'ai essayé de te faire. Tu es désolé parce que tu as été pris, pas parce que tu regrettes vraiment. Non, je suis désolé parce que maintenant que je suis ici, seule, sans rien, je réalise ce que j'ai perdu. Pas l'argent, pas la maison. Toi. J'ai secoué la tête. Tu ne m'as jamais eu, Bartholomé. Tu avais une image, un fantôme. Mais moi, la vraie Apolline, celle qui avait des rêves, des peurs, des désirs, tu ne l'as jamais connue. Il a pleuré. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Bartholomé a pleuré devant moi. Je sais, et c'est ça ma plus grande erreur. Je me suis levée. Adieu, Bartholomé. Apolline, attends. Non, il n'y a plus rien à attendre. Tu as fait tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Je suis partie, sans me retourner. Dans le taxi qui me ramenait à Versailles, j'ai repensé à ces mots. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. Et étrangement, ça ne me faisait plus mal. Parce que je le savais déjà. Peut-être pas consciemment. Mais quelque part, au fond de moi, je l'avais toujours su. Ce soir-là, Marguerite m'a préparé du thé. Nous nous sommes assises sur le balcon. Comment ça s'est passé? Il a avoué. Tout. Et rien. C'est fini. Marguerite m'a regardé longuement. Tu es en paix? Pas encore. Mais je le serai. Un jour. Quelques semaines plus tard, le procès de Bartholomé a commencé. Je n'y suis pas allée. Maître Lemoine m'a représenté. Mais elle m'a tenu au courant. Il a plaidé coupable. Pour tout? Oui. La dissimulation de fonds. La complicité de vol avec violence. La tentative de meurtre. Tout. Quelle sera sa peine? Le procureur demande 15 ans. 15 ans. Un chiffre abstrait. Mais pour moi, ça signifiait la liberté. Le jour du verdict, Maître Lemoine m'a appelé. Madame Darcy, le jugement est tombé. Et 12 ans de prison ferme. Interdiction d'exercer sa profession, confiscation de tous ses biens et restitution intégrale de tous les fonds détournés. J'ai fermé les yeux. C'était fini. Madame Darcy? Oui, je suis là. Vous allez récupérer la maison des Yvelines, l'appartement à Paris, et la majorité des fonds. Ils ne gardent rien. La maison. Notre maison. Celle où nous avions vécu pendant 30 ans. Celle où j'avais bu mon café chaque matin dans ma tasse blanche aux liserés dorés. Je ne veux pas de cette maison. Quoi? Vendez-la. Vendez tout. Je ne veux plus rien qui vienne de lui. Maître Lemoine a hésité. Vous êtes sûr? Oui. Je veux recommencer. Complètement. Et c'est ce que j'ai fait. La maison des Yvelines a été vendue. L'appartement à Paris aussi. Avec cet argent, j'ai acheté un petit appartement à Versailles, près de chez Marguerite. 2 pièces, lumineux, avec un balcon qui donnait sur un jardin. Pas de tilleul, mais des rosiers. J'ai repris l'enseignement. Pas dans mon ancien lycée, dans un autre, plus petit, plus chaleureux. Mes nouveaux élèves ne savaient ni rien de mon histoire. Pour eux, j'étais juste Madame Darcy, la professeure de littérature. Et ça me convenait parfaitement. Un matin, alors que je buvais mon café sur mon nouveau balcon, dans ma tasse blanche aux liserés dorés, j'ai pensé à Bartholomé. Il était quelque part, dans une cellule, payant pour ce qu'il avait fait. Et moi, j'étais libre. La vie a une drôle de façon de rendre justice parfois. Pas toujours immédiatement, pas toujours de la façon qu'on attend, mais elle finit toujours par rétablir l'équilibre. Les mois qui ont suivi le procès ont été une période étrange. Pas heureuse, pas encore, mais apaisée. Comme si après une tempête violente, la mer commençait enfin à se calmer. J'ai emménagé dans mon nouvel appartement en novembre. 2 pièces lumineuses, un parquet clair, des murs blancs, un balcon avec vue sur un petit jardin où poussaient des rosiers et un vieux lilas,
Rien à voir avec la grande maison des Yvelines. Mais c'était mien, vraiment mien. Chaque meuble, chaque objet, chaque silence. J'ai meublé l'appartement simplement. Un canapé beige, une table en bois clair, quelques étagères pour mes livres, et dans la cuisine, une petite table près de la fenêtre. C'est là que je prenais mon café chaque matin, dans ma tasse blanche aux liserés dorés. La seule chose que j'avais gardée de mon ancienne vie. Marguerite venait souvent me voir. « Tu es heureuse ici ?» Je ne sais pas si c'est le mot, mais je suis tranquille. C'est déjà beaucoup. J'ai repris mes cours au lycée. Mes nouveaux élèves étaient curieux, vivants, parfois difficiles. Mais ils me faisaient du bien. Ils me rappelaient pourquoi j'avais choisi ce métier autrefois. Pas pour l'argent, pas pour le statut, mais pour transmettre, pour éveiller, pour accompagner. Un jour, une de mes élèves, Camille, est restée après le cours. « Madame Darcy, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr. Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment changer? Qu'on peut devenir quelqu'un de meilleur ?» J'ai réfléchi. Je crois qu'on peut essayer, mais il faut d'abord accepter qui on est vraiment, avec nos erreurs, nos failles, et ensuite, on peut choisir, chaque jour, de faire mieux. Elle a souri. « Merci, madame. » Cette conversation m'a hantée pendant des jours, parce que c'était exactement ce que j'étais en train de faire, accepter qui j'avais été, la femme silencieuse, patiente, effacée, et choisir qui je voulais devenir. Un après-midi de décembre, j'ai reçu un appel de Chloé, la serveuse, celle qui m'avait sauvée. « Madame Darcy ? Chloé, comment allez-vous ? » « Bien. J'ai pensé à vous. Je voulais savoir si vous alliez bien. Nous avons parlé longtemps. » Elle m'a raconté qu'elle avait quitté le restaurant, que ce soir-là l'avait trop marquée. Je fais des cauchemars parfois. Je me demande ce qui se serait passé si je n'avais rien dit. Vous m'avez sauvée, Chloé. Je sais, mais ça fait peur de réaliser qu'un homme peut faire ça à sa propre femme. Chloé, est-ce que vous aimeriez qu'on se voie pour prendre un café ? Elle a hésité. Vraiment ? Oui, j'aimerais vous remercier. Correctement. Nous nous sommes retrouvés une semaine plus tard, dans un petit café près du Luxembourg. Chloé était timide, jeune, belle, avec ses cheveux bruns attachés en chignon. Elle portait un manteau rouge, exactement comme Léa sur les photos que j'avais vues. Mais elle n'était pas Léa. Elle était quelqu'un qui avait eu le courage de faire ce qu'il fallait. « Madame Darcy, appelez-moi Apolline. Apolline, je voulais vous dire quelque chose. Ce soir-là, au restaurant, quand j'ai entendu votre mari au téléphone, j'ai eu peur, très peur. Mais je me suis dit, si je ne fais rien, cette femme va mourir, et je ne pourrai jamais me le pardonner. J'ai pris sa main. Vous avez fait ce que beaucoup n'auraient pas osé faire. Vous avez risqué votre emploi, peut-être même votre sécurité. Pour moi, une inconnue. Vous n'étiez pas une inconnue. Vous étiez une femme en danger. C'était suffisant. Nous avons parlé pendant des heures. De sa vie, de ses études, de ses rêves. Elle voulait devenir psychologue, travailler avec des femmes victimes de violences. Ce qui vous est arrivé, ça m'a confirmé ce que je voulais faire. Alors, quelque chose de bon est sorti de tout ça. En la quittant ce jour-là, je me suis sentie reconnaissante, pas seulement envers elle, mais envers la vie. Parce que dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelqu'un qui tend la main. Parfois c'est une sœur, parfois c'est une amie. Et parfois, c'est une inconnue dans un restaurant. Janvier est arrivé, une nouvelle année. La première année où je n'étais plus mariée, où je n'avais plus à mentir, à me cacher, à faire semblant. J'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, voyager, seule. J'ai choisi l'Italie, Florence, la ville où Bartholomé et moi étions allés, autrefois. Mais cette fois, j'y allais pour moi, pas pour me souvenir, pour recommencer. J'ai marché sur le Ponte Vecchio. J'ai visité les musées. J'ai mangé des pâtes dans des petits restaurants cachés. Et un soir, assise sur une terrasse, regardant le soleil se coucher sur l'Arno, j'ai réalisé quelque chose. J'étais heureuse. Pas d'une joie éclatante, pas d'une euphorie bruyante. Non, d'un bonheur calme, profond, vrai. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris une photo du coucher de soleil et j'ai écrit à Marguerite. Je vais bien, vraiment bien. En rentrant à Versailles, j'ai trouvé une lettre de la prison, de Bartholomé. J'ai hésité à l'ouvrir. Puis je me suis dit, non, pas aujourd'hui, peut-être jamais. Mais quelques jours plus tard, la curiosité a été plus forte. J'ai ouvert l'enveloppe. Apolline, je ne sais pas si tu liras cette lettre. Je ne sais même pas si tu devrais la lire.
Mais j'avais besoin de t'écrire. Une dernière fois, la prison change un homme. Ou peut-être qu'elle révèle qui il est vraiment. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je pense à toi tous les jours, à ce que j'ai fait, à ce que j'ai détruit. Je ne te demande pas de me pardonner. Je n'en ai pas le droit. Mais je voulais que tu saches quelque chose. Tu avais raison. Surtout, je ne t'ai jamais vraiment vue. Je t'ai prise pour acquise. Je t'ai utilisée. Et quand tu as décidé de partir, j'ai eu si peur de perdre ce que je possédais que j'ai oublié qui tu étais. Maintenant, c'est trop tard. Tu es libre. Et moi, je paie. Mais tu sais ce qui est étrange? Je suis content que tu sois libre. Parce que tu le mérites. Bartholomé. J'ai replié la lettre. Je l'ai posée sur la table et je l'ai regardée longtemps. Puis je l'ai déchirée, lentement, en petits morceaux. Et je les ai jetés, parce que ses regrets ne me concernaient plus. Son pardon ne m'intéressait plus. Sa prison intérieure ne m'appartenait plus. J'avais ma propre vie maintenant. Et elle était belle. Un matin de février, alors que je buvais mon café sur le balcon, j'ai regardé les rosiers dans le jardin. Ils étaient nus, endormis, en attente du printemps. Comme moi, quelques mois plus tôt. Mais le printemps viendrait. Et avec lui, les fleurs. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de profond. La justice, ce n'est pas toujours la vengeance. Ce n'est pas toujours voir l'autre souffrir. Parfois, la justice, c'est juste être libre. Libre de ses mensonges, libre de sa toxicité, libre de continuer sans lui. Et moi, j'étais libre. Marguerite est venue me voir ce soir-là. Tu as l'air sereine. Je le suis. Qu'est-ce qui a changé? Tout et rien. Je crois que j'ai juste accepté. Accepter quoi? Que je ne peux pas changer le passé, mais que je peux choisir mon avenir. Elle m'a souri. Tu as raison. Et tu sais quoi? Tu es plus forte que tu ne l'as jamais été. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans peur, juste en paix, parce que j'avais fait le plus dur. J'avais lâché prise. Et en lâchant prise, j'avais gagné. Le printemps est arrivé. Les rosiers du jardin ont commencé à bourgeonner. Le lilas s'est couvert de fleurs violettes. L'air sentait la terre mouillée et les nouvelles pousses. Et moi, je fleurissais aussi. Cela faisait presque 1 an que j'avais quitté Bartholomé. 1 an que j'avais fui ce restaurant. 1 an que ma vie avait basculé. Mais je n'étais plus la même femme. J'avais 59 ans maintenant. Des cheveux plus gris, des rides plus marquées. Mais j'avais aussi quelque chose de nouveau dans les yeux. Une clarté, une force tranquille. Marguerite me l'avait dit un matin. Tu rayonnes, Apolline. C'est la liberté. Non, c'est toi, la vraie toi, celle qui était cachée pendant toutes ces années. Un après-midi de mai, Maître Lemoine m'a appelé. Madame Darcy, j'ai des nouvelles de votre ex-mari. Mon cœur s'est serré. Pas de peur, juste de curiosité. Qu'est-ce qui se passe? Il a eu des ennuis en prison. Elle m'a expliqué. Bartholomé avait été agressé par un autre détenu. Rien de grave physiquement, mais il avait été transféré dans un autre quartier, plus isolé, plus dur. Apparemment, son avocat a demandé une révision de sa peine, mais le juge a refusé. Il purgera l'intégralité de ses 12 ans. 12 ans. Il avait 63 ans maintenant. Il sortirait à 75 ans. Un vieil homme, brisé, sans rien. Madame Darcy, ça va? Oui. Vous voulez que je vous tienne au courant de... Non, je ne veux plus rien savoir. Parce que ce n'était plus mon problème. Ce n'était plus ma vie. Quelques semaines plus tard, Claudine est venue déjeuner chez moi. Nous avons mangé sur le balcon. Des salades, du pain frais, du vin blanc. Le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. Tu sais, Apolline, j'ai croisé quelqu'un qui connaît Bartholomé. Ah oui? Oui, un ancien collègue. Il m'a dit que Léa l'a quitté. J'ai levé les yeux. Léa? Oui. Apparemment, elle est partie dès son arrestation. Elle a vidé le compte bancaire qu'il avait ouvert pour elle. Et elle a disparu. J'ai souri malgré moi. Elle a bien fait. Claudine a ri. Tu n'es pas en colère contre elle? Non. Pourquoi je le serais? Elle a juste fait ce que moi j'aurais dû faire depuis longtemps. Partir. Claudine m'a regardé avec admiration. Tu as vraiment changé, tu sais? Non. Je suis juste redevenue moi-même. Un matin de juin, j'ai reçu un appel étrange, un numéro que je ne connaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Madame Darcy? Une voix d'homme, âgée, fatiguée.
Qui êtes-vous? J'étais l'associé de votre mari, Pierre Malherbe. Pierre Malherbe. Je me souvenais de lui, un architecte brillant, l'ami de Bartholomé depuis l'université. Monsieur Malherbe, que puis-je faire pour vous? Je voulais vous présenter mes excuses. J'ai froncé les sourcils. Vos excuses? Pourquoi? Parce que je savais. Mon cœur s'est arrêté. Vous saviez quoi? Pour Léa, pour les comptes cachés, pour tout. Un long silence. Je savais que Bartholomé vous trompait. Je savais qu'il dissimulait de l'argent. Et je n'ai rien dit, parce que c'était mon associé, parce que c'était mon ami, et surtout, parce que je ne voulais pas de problème. J'ai serré le téléphone. Vous auriez pu me prévenir. Je sais, et je le regrette, profondément. Pourquoi vous m'appelez maintenant? Parce que Bartholomé m'a écrit, de la prison. Il m'a demandé de vous contacter, de vous dire qu'il était désolé. Mais je ne voulais pas juste transmettre son message. Je voulais vous dire que j'étais désolé aussi. J'ai fermé les yeux. Monsieur Malherbe, vos excuses ne changeront rien. Le mal est fait. Je sais, mais je devais vous le dire. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps sur le balcon. Je pensais à tous ces gens qui avaient su. Pierre, peut-être d'autres collègues, peut-être même des amis, et personne n'avait rien dit. Mais au fond, ça n'avait plus d'importance, parce que la vérité avait fini par éclater, comme elle le fait toujours. En juillet, Chloé m'a invitée à son diplôme. Elle avait terminé ses études de psychologie. Elle allait commencer un stage dans un centre d'aide aux femmes victimes de violences. Après la cérémonie, nous avons marché dans les jardins du campus. Apolline, je voulais vous dire merci. Pourquoi? C'est moi qui devrais vous remercier. Non, vous m'avez inspiré. Votre force, votre courage, la façon dont vous vous êtes relevée, ça m'a donné envie de faire ce que je fais. J'ai souri. Chloé, vous m'avez sauvée, et maintenant vous allez en sauver d'autres. C'est vous, l'héroïne. Elle a rougi. Je ne suis pas une héroïne. J'ai juste fait ce qu'il fallait. C'est exactement ça, être une héroïne. Faire ce qu'il faut, même quand c'est difficile, même quand on a peur. En août, j'ai reçu une lettre officielle de l'administration pénitentiaire. Bartholomé demandait à me voir, encore. Son avocat écrivait qu'il était en mauvaise santé, qu'il avait besoin de parler, que c'était urgent. J'ai relu la lettre plusieurs fois, puis je l'ai posée sur la table. Et je ne l'ai pas ouverte, parce que je n'avais plus rien à lui dire. Et surtout, je n'avais plus besoin de l'entendre. Un soir de septembre, Marguerite et moi regardions les informations. Un reportage sur la prison de Fleury-Mérogis. Les conditions difficiles, le surpeuplement, la violence. « Tu penses qu'il souffre ?» a demandé Marguerite. J'ai réfléchi. « Oui, probablement. Et ça te fait quelque chose ?» « Non. » Elle m'a regardée, surprise. « Vraiment ? » ?»« Vraiment. Parce que ce n'est pas de la cruauté. C'est juste de l'indifférence. Il a fait ses choix. Il paie. C'est tout. » Marguerite a hoché la tête. « Tu as raison. La vie a une façon de rendre justice, sans qu'on ait besoin d'intervenir. » Et c'était exactement ça. Bartholomé avait tout perdu. Sa liberté, sa réputation, son argent, sa maison, ses amis, Léa. Tout ce pourquoi il avait menti, triché, manipulé. Tout ce pourquoi il avait essayé de me tuer. Et moi, j'avais tout gagné. Pas de l'argent, pas des biens. Non, j'avais gagné ma dignité, ma paix, ma liberté. Un matin d'octobre, alors que je buvais mon café sur le balcon, j'ai vu une femme dans le jardin. Une voisine que je ne connaissais pas encore. Elle arrosait les rosiers. Elle souriait. Je suis descendue. « Bonjour. » Elle a levé les yeux. « Oh, bonjour. Vous êtes la nouvelle locataire du 3e ?» « Oui, Apolline. Enchantée. Moi, c'est Solange. » Nous avons parlé quelques minutes. De tout et de rien. Du jardin. Des fleurs. De la météo. Puis elle a dit « Vous savez, ces rosiers, ils étaient morts l'année dernière. Complètement desséchés. Je pensais les arracher. Mais au printemps, ils ont refleuri. Plus beaux qu'avant. J'ai regardé les rosiers. Leurs fleurs roses. Leurs feuilles vertes. Parfois, on a juste besoin de temps. Et de patience. » Solange a souri. Exactement. Ce jour-là, j'ai compris que c'était exactement ce qui m'était arrivé. J'avais été desséchée, brisée, presque arrachée. Mais j'avais survécu. Et maintenant, je refleurissais. En novembre, 1 an après avoir emménagé dans mon appartement, j'ai organisé un petit dîner.
Marguerite, Claudine, Chloé, quelques collègues du lycée. Nous avons ri, nous avons bu du vin, nous avons parlé de tout. Et à un moment, Claudine a levé son verre. À Apolline, la femme la plus forte que je connaisse. Tout le monde a levé son verre. À Apolline. J'ai souri, les larmes aux yeux. Merci. Merci à vous tous. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir soutenue. Et puis j'ai ajouté, mais vous savez, je ne suis pas forte parce que j'ai survécu. Je suis forte parce que j'ai choisi de vivre. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise sur le balcon. La nuit était froide, mais claire. Les étoiles brillaient. J'ai repensé à Bartholomé, enfermé dans sa cellule, seul, malade, sans personne, et je n'ai ressenti ni joie ni peine. Juste une distance infinie, parce que la vie lui avait rendu ce qu'il avait donné, du mensonge, de la trahison, de la solitude. Et moi, j'avais reçu ce que j'avais donné, de la patience, de l'amour, de la bonté, pas de lui, mais de la vie elle-même. Elle m'avait traité de folle autrefois, quand je l'avais quitté, quand j'avais refusé de me taire. Des années plus tard, j'ai su ce qu'il était devenu. Un homme vide, seul, abandonné. Et j'ai compris que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ce soir-là, j'ai dormi paisiblement, sans rêve, sans peur, juste en paix, parce que j'avais compris la plus grande leçon de toutes. La justice n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours inévitable. Décembre est revenu. 1 an et demi depuis ce soir où j'avais fui le restaurant. 1 an et demi depuis que ma vie avait basculé. Ce matin-là, je me suis réveillée tôt. Le soleil n'était pas encore levé. Le ciel était rose et or derrière les toits de Versailles. J'ai préparé mon café. Je me suis assise près de la fenêtre de ma cuisine. Dans ma tasse blanche aux liserés dorés, cette tasse avait traversé toute mon histoire. Elle avait été là dans ma grande maison des Yvelines, dans les matins de bonheur illusoire, dans les nuits de doute et de larmes. Elle m'avait accompagnée chez Marguerite, dans mon nouvel appartement, dans ma nouvelle vie. Elle était le seul témoin de tout, et elle était toujours là, intacte, fidèle, comme moi. J'ai bu mon café lentement, en regardant le jour se lever, et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. Il y a 18 mois, j'étais une femme brisée, perdue, terrorisée. Aujourd'hui, j'étais une femme libre, sereine, vivante. Ce n'avait pas été facile. Il y avait eu des nuits où je pleurais encore, des moments où la colère revenait, des instants où je me demandais si j'aurais pu faire autrement. Mais ces moments devenaient de plus en plus rares, parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir ce qu'on en fait. Ce matin-là, j'ai décidé d'écrire. Pas pour publier, pas pour me venger. Non, juste pour laisser une trace, pour que d'autres femmes sachent qu'on peut survivre, qu'on peut se relever. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai commencé à taper. Ce soir-là, j'ai compris qu'un dîner pouvait briser toute une vie. Les mots coulaient naturellement, comme si toute cette histoire attendait d'être racontée. Pas pour accuser, pas pour me plaindre, mais pour témoigner, pour dire « j'ai traversé l'enfer et j'en suis sortie ». J'ai écrit pendant des heures, les souvenirs, les douleurs, les doutes, les trahisons, mais aussi les rencontres, les soutiens, les moments de grâce, Chloé qui m'avait sauvée, Marguerite qui m'avait accueillie, Claudine qui m'avait écoutée, Maître Lemoine qui m'avait défendue, toutes ces femmes qui avaient été là, sans jugement, sans condition, juste là. En fin d'après-midi, Marguerite a frappé à ma porte. « Apolline, tu es là ? » ?»« Oui, entre. » Elle est entrée avec un paquet. « Tiens, c'est pour toi. »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ouvre. » J'ai ouvert le paquet. C'était un livre, un recueil de poèmes. Sur la première page, Marguerite avait écrit « Pour ma sœur, la plus courageuse des femmes, que ces mots t'accompagnent sur ton nouveau chemin. » J'ai serré le livre contre mon cœur. « Merci, Marguerite. »« Non, merci à toi. » « Pourquoi ? Parce que tu m'as appris que c'est possible, de recommencer, même après avoir tout perdu. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. Simple, chaleureux, des pâtes, une salade, du vin et beaucoup de rire. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message sur mon répondeur, de Chloé. « Apolline, je voulais juste vous dire merci. Pour tout. Vous m'avez montré que faire le bien peut vraiment changer une vie. La vôtre et la mienne. Je commence mon nouveau travail lundi. Je pense à vous. » J'ai souri,
Quelque chose de bon était sorti de toute cette histoire. Chloé avait trouvé sa vocation. Et moi, j'avais trouvé ma liberté. Le lendemain, j'ai reçu une dernière lettre de la prison. Pas de Bartholomé. De l'administration pénitentiaire. Madame Darcy, nous vous informons que Monsieur Bartholomé Darcy a été hospitalisé pour des raisons de santé. Son pronostic est réservé. Si vous souhaitez le voir, veuillez nous contacter dans les plus brefs délais. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Pronostic réservé. Il était en train de mourir. Marguerite était chez moi quand j'ai reçu la lettre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Tu veux y aller? J'ai réfléchi longtemps. Une partie de moi voulait y aller, pour avoir une vraie fin, pour fermer ce chapitre définitivement. Mais l'autre partie, celle qui avait tant souffert, disait non. Non, je n'irai pas. Tu es sûr? Oui, parce que je lui ai déjà dit adieu. Dans mon cœur, il y a longtemps. Marguerite a hoché la tête. Tu as raison, tu ne lui dois rien. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Pierre Malherbe. Madame Darcy, je suis désolée de vous l'apprendre. Bartholomé est décédé hier soir. Un long silence. D'accord. Il n'y aura pas de funérailles. Personne ne voulait s'en occuper, sauf si vous... Non. D'accord, je comprends. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le balcon. Les rosiers étaient nus maintenant. L'hiver était revenu. Mais au printemps, il refleurirait. Comme toujours. Bartholomé était mort. Seul. Sans personne à ses côtés. Sans amour. Sans pardon. Et moi, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse. Juste un soulagement étrange. Parce que c'était vraiment fini maintenant. Plus de lettres. Plus de menaces. Plus de procès. Juste le silence. Ce soir-là, j'ai appelé Claudine. Bartholomé est mort. Mon Dieu, comment tu te sens? Libre. Complètement libre. Et c'était vrai. Les semaines suivantes, j'ai continué à écrire. Mon témoignage, mon histoire, pas pour Bartholomé, pas pour me venger, mais pour toutes les femmes qui vivent ce que j'ai vécu. Les femmes qui se taisent, les femmes qui doutent, les femmes qui ont peur de partir. Je voulais leur dire, vous pouvez partir, vous pouvez survivre, vous pouvez refleurir. Un matin de février, j'ai reçu un appel d'une maison d'édition. Une amie de Claudine leur avait parlé de mon histoire. Ils voulaient en publier mon témoignage. Madame Darcy, votre histoire pourrait aider des milliers de femmes. Vous croyez? J'en suis sûre. J'ai accepté, non pas pour la gloire, non pas pour l'argent, mais parce que si mon histoire pouvait aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à partir, à se sauver, alors tout cela aurait eu un sens. Le livre est sorti en septembre. La serveuse m'a sauvée. Un témoignage de courage et de renaissance. Les premières semaines, je ne savais pas quoi attendre. Mais très vite, les messages ont commencé à arriver. Des femmes, des dizaines, puis des centaines. Merci. Votre histoire m'a donné le courage de partir. Je me suis reconnue dans chacun de vos mots. Vous m'avez sauvée, comme cette serveuse vous a sauvée. J'ai pleuré en lisant ces messages. Pas de tristesse, de gratitude. Parce que ma douleur avait trouvé un sens. Ma souffrance avait porté des fruits. Un soir, Chloé est venue me voir. Elle tenait le livre dans ses mains. Apolline, j'ai lu. C'est magnifique. Merci, Chloé. Vous savez, vous m'avez rendue fière. Fière d'avoir fait ce que j'ai fait ce soir-là. Je l'ai prise dans mes bras. Chloé, vous m'avez sauvé la vie. Et maintenant, grâce à vous, d'autres femmes savent qu'elles peuvent être sauvées aussi. En décembre, 2 ans après cette nuit au restaurant, j'ai organisé une conférence, dans une salle à Paris, pour parler de mon livre, de mon histoire. La salle était pleine, des femmes de tous âges, certaines accompagnées, d'autres seules. Toutes étaient là pour entendre, pour comprendre, pour trouver de l'espoir. Je suis montée sur scène. Mon cœur battait fort, mais j'étais calme. Bonsoir, je m'appelle Apolline Darcy. J'ai 60 ans. Et voici mon histoire. J'ai raconté tout, du début à la fin. Les mensonges, la trahison, le restaurant, la serveuse, la fuite, le procès, la reconstruction. Et à la fin, j'ai dit, si mon histoire vous aide, ne serait-ce qu'un peu à ouvrir les yeux, à partir, à choisir la vie plutôt que la survie, alors tout cela aura eu un sens. La salle s'est levée. Un tonnerre d'applaudissements. Après la conférence, une jeune femme s'est approchée de moi. Elle pleurait. Madame Darcy, merci, merci infiniment. Pourquoi pleurez-vous? Parce que
Je vis ce que vous avez vécu, et je ne savais pas quoi faire. Mais maintenant, je sais, je vais partir. J'ai pris ses mains. Partez, et ne regardez jamais en arrière. La vie vous attend, une belle vie. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assise sur mon balcon. Les étoiles brillaient, l'air était froid mais pur. J'ai repensé à tout ce chemin, à la femme que j'avais été, silencieuse, effacée, soumise, à la femme que j'étais devenue, forte, libre, vivante. Et j'ai compris que je n'avais rien perdu. J'avais tout gagné. Ma dignité, ma liberté, ma vie. Le lendemain matin, j'ai bu mon café dans ma tasse blanche au liseré doré. Et j'ai souri, parce que j'étais exactement où je devais être. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous en prie, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire peut changer toute une journée. Parfois même, toute une vie. Abonnez-vous pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.